Donc, on est présentement avec Rose Crevier, paramédic, citoyenne impliquée et ancienne de CISM avec l'émission Ça plane pour moi, aux alentours de 2018, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, avec Kim Jandot qui est retourné en Nouvelle-Calédonie. Je salue tout le monde de CSM. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Ben salut, j'espère que ça va bien. Oui, ça va super bien. Pour nous, il est le matin, hein, je pense. Fait que pour des travailleurs un peu plus de soir, des animaux nocturnes, mais ça commence bien ma journée. Ah ben écoute, je suis content d'être comme un bon café le matin. Exact. Ça réveille. Aujourd'hui, t'as répondu à l'appel que j'avais besoin de personnes pour interviewer pour des sujets intéressants. T'as répondu à l'appel pour m'expliquer un peu c'est quoi être paramédic. Oui, parce que c'est un métier un peu méconnu, hein. Les gens voient les boîtes jaunes là, qui se promènent dans la rue avec des lumières et des sirènes. Mais c'est ça fait que je suis venue un peu démystifier qu'est-ce que c'était le métier de paramédic. Puis, parce que c'est un super beau métier. Fait que j'étais contente que tu lances cet appel. J'ai hâte d'en parler. Ben c'est ça. Moi, j'ai vu paramédic, j'ai fait que oh wow, moi je veux parler de ça. Je sais pas exactement comment en parler, puis c'est exactement c'est quoi. Fait que déjà là, moi, j'ai eu un intérêt pour comme la curiosité. Parce que paramédic, dans ma tête, moi, je regarde l'émission ER à la télé américaine, puis là, je vois ça, des gens qui se promènent, là, puis des coups de feu, puis des affaires de même. Ou où tu dis paramédic, puis quelqu'un va dire comme ah, ambulancier, ambulancière, tu sais. Fait qu'il y a sûrement des mythes là-dedans là, que tu es prête à nous déboulonner. Là. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est que la profession au Québec, elle est très jeune. On peut penser, si on fait un parallèle avec le système de la santé, avant il y avait le garde-malade, maintenant une infirmière, si tu l'appelles garde-malade, elle va comme te regarder un peu croche. À moins que tu aies 90 ans puis que tu aies cette excuse-là. Mais nous, au départ, ça a été un petit peu ça. Fait que, dans les années 70, 80, on était appelés des brancardiers. Tout ce qu'on faisait, en fait, c'était même pas nous, c'était beaucoup les policiers à la base qui avaient le service d'urgence. Puis il y avait pas beaucoup, il y avait des soins de base à peine qu'ils connaissaient, fait qu'ils embarquaient les gens dans les véhicules. Puis d'ailleurs, en fait, les premières ambulances, c'était les véhicules de la morgue, les corbillards, parce que c'était assez long pour rentrer quelqu'un dedans. Puis après ça, c'était plus facile quand la personne décédait. Mais on l'amenait directement à la morgue. Mais bon, on n'est plus rendu là. Puis tranquillement, pas vite, en fait, on est devenus des ambulanciers. Mais dans le terme ambulancier, on parle beaucoup, encore une fois, de transporteurs. Puis maintenant, en 2022, on fait beaucoup plus que transporter les gens, même ce qu'on souhaite le plus possible. Maintenant, c'est presque les laisser à la maison, leur prodiguer des soins, leur donner en fait des ressources pour éviter d'aller achalander justement le système de santé qui est déjà à ras-bord. Fait que maintenant, on appelle ça paramédic, le bon terme. Puis, c'est calqué, en fait, sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ici, on a un système un peu particulier où est-ce qu'on a deux soins, des soins de base, en fait, des soins primaires et des soins avancés. Puis en Amérique du Nord, on a le niveau de soins primaires le plus avancé. Fait que par exemple, moi, je suis une paramédic qui a fait une technique, fait qu'un 3 ans, un DEC. Fait que après, puis c'est un peu l'équivalent infirmière, où est-ce qu'après ça, tu pourrais aller faire un diplôme universitaire, puis être une infirmière, soit bachelière ou une super infirmière. Ben là, maintenant, il y a aussi un programme de soins avancés où est-ce que tu pourrais devenir un super paramédic. Mais ça, il y en a beaucoup moins au Québec, il y en a à peu près 60, alors que des paramédics de soins primaires, il y en a beaucoup plus là au Québec. Fait qu'être paramédic, c'est plus que aller ressusciter quelqu'un puis l'emporter à l'hôpital après ça. Ouais, ben c'est ça. Puis on a beaucoup de sortes d'appels, mais par exemple, moi dans ma technique, on a appris, oui, à gérer des cas non urgents, mais aussi urgents. Fait que c'est par exemple quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, moi je suis habilitée, à l'intuber, à lui procurer des soins, ce genre de choses-là. Mais les soins avancés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir nous aider sur des appels critiques où il y a mettons un danger plus important pour la personne. Puis ils vont faire tous les mêmes soins en fait qu'ils faisaient dans une salle de choc en arrivant à l'urgence. Fait qu'ils vont faire dans le fond des actes dédiés habituellement aux médecins. Puis ils vont pouvoir justement essayer d'augmenter les chances de la personne de survivre. Parce que c'est sûr que tu sais si quelqu'un, même toi là qui est en super santé, on le sait pas. Ben je sais pas, t'es-tu en super santé? Non, je suis en santé.
Mais par exemple, que tu fais un arrêt cardiaque, peu importe pour la raison, puis qu'on savait pas, mais tu avais une pathologie cardiaque, on s'entend qu'on veut que tu survives, là, t'es super jeune, t'as pas 90 ans, puis t'habites pas en CHSLD, mais le temps qu'on essaie de faire de la réanimation sur toi, puis qu'on t'amène à l'hôpital, ben tes chances étaient trop diminuées, alors que là, avec l'équipe de soins avancés, ben ça augmente vraiment plus tes chances de survie directement à la maison. Fait que tu vas avoir un retour de pouls, puis après ça, nous, on va pouvoir faire le transport vers l'hôpital. Mais juste pour être sûr, quand on parle de comme soins avancés, on parle de personnes qui ont plus d'habilité, de connaissances, plus d'équipement aussi, j'imagine, peut-être? Ouais, puis beaucoup plus de médicaments, en fait. Puis c'est un 2 ans, en fait, à l'Université de Montréal. C'est le seul programme au Québec là, qui offre... Mais même, en fait, c'est la seule université en Amérique du Nord qui offre ce programme-là. Puis c'est un 2 ans, en fait, c'est en médecine, grosso modo, là, que les étudiants étudient. Puis il faut déjà qu'ils aient fait un 2 ans sur le terrain avant de pouvoir accéder à ce programme-là. Et puis après ça, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de techniques pour, par exemple, désobstruer un patient qui est étouffé ou encore une fois, là, faire des mesures plus intrusives sur la personne. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que on s'entend que les médicaments, c'est quelque chose qui est comme très complexe. Là. Les gens pensent que c'est des panacées, mais en fait, quand on donne les médicaments, souvent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec un corps, j'imagine. Non, puis tu sais, c'est surtout, on s'entend, on reste dans un contexte d'urgence. Tu sais, on viendra pas changer la médication d'une personne qui a une autre pression, puis que sa pression a de la misère. Là. C'est plus pour arrêter des convulsions, pour, mettons, rétablir un rythme cardiaque qui roule à 240, puis pour, en fait, le converser, puis pour qu'il redevienne à un rythme plus normal. Fait que dans le fond, bref, au Québec, on a vraiment ces deux modules-là un peu qui marchent en parallèle. Mais c'est surtout à Montréal. Comme là, c'est rendu en Estrie qu'il y a beaucoup des soins avancés aussi. Mais c'est encore des projets pilotes. Là. Fait qu'on voit quand même que la profession ne cesse d'augmenter avec les années. C'est quelque chose qui est... Est-ce que Montréal est particulière en Amérique du Nord? Comme tu disais, c'est comme la seule université à offrir ce programme-là. Est-ce que ça se compare ailleurs, comme les grandes villes américaines? Juste pour se comparer. Ouais, ben tu sais, ça dépend. Là. Je parlais, on va en parler un peu plus tard, mais j'ai fait un voyage humanitaire au Mexique, puis j'ai rencontré des médecins là-bas, puis notamment qui travaillaient à Philadelphie. Tu sais, à Philadelphie, il y a à peu près une douzaine d'homicides par jour. Là. Fait que, tu sais, nous, mettons, il y en a eu 12 cette année, puis on capote. Puis c'est correct de capoter, là, parce que c'est pas normal là, d'avoir autant d'homicides, mais c'est sûr que c'est ça. Aux États-Unis, il se passe des affaires quand même assez intenses, le côté brutalité. Ouais. Fait que les appels sont différents, mais tu sais, si on prend Urgence Santé, qui couvre tout Montréal et tout Laval, la compagnie pour laquelle je travaille, c'est 2,5 millions d'habitants. On fait à peu près 1000 appels par jour comme paramédic. Puis comparé, mettons, en région, c'est sûr que si tu vas à La Tuque, ma ville natale, eux, il y avait des 7-14 jusqu'à tout récemment, puis là, ils sont devenus à des chiffres à l'heure parce qu'il n'y avait pas assez, justement, d'appels pour la population. Fait que c'est, tu sais, au Québec, on a un territoire assez disparate, puis Montréal est particulière parce qu'on a un gros volume d'appels. Puis ça. Juste pour t'utiliser un terme que moi je suis vaguement familier avec parce que j'ai mes amis qui étaient infirmiers auxiliaires, mais tu t'as dit c'est un 7-14. Je pense que les gens à la maison ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire. Non, effectivement. Ben en fait, un 7-14, c'est que tu vas travailler 7 jours complets sur une période de 14 jours. Donc, en tout temps, 24 heures sur 24, les paramédics, surtout en région, vont avoir justement leur radio près d'eux. Ils vont aller faire l'épicerie, ils vont aller chercher les enfants en garderie, ils vont aller se coucher. Puis là, ben, à un moment donné, n'importe quand durant ta journée, durant ton 7 jours, tu peux te faire appeler n'importe quand. Puis il faut toujours que tu sois à 5 minutes de la caserne. Puis ça, honnêtement, peut-être que ça marchait il y a plusieurs années, mais mettons que c'est quelque chose qui fonctionne plus vraiment aujourd'hui. Le temps-réponse est vraiment diminué. Puis si on parle encore une fois de toi qui fais un arrêt cardiaque, ben tu sais, tes chances, tu sais, si on arrive en 10 minutes, ça fonctionnera pas, là, tu sais, t'as plus aucune chance de survie. Fait que de plus en plus, en fait, là, il y a beaucoup de demandes pour éliminer les 7-14, pour instaurer des corps à l'heure. Fait que les gens vont être payés à la caserne au lieu d'être un peu partout, puis d'être toujours sur appel, dans le fond. La différence d'être sur appel puis d'être à la caserne, ça peut faire comme une grosse différence dans comme le temps de réponse puis la survie d'un patient. Ouais, exactement. Puis, tu sais, ça fait vraiment un système à 2 vitesses où est-ce que si tu habites en région, puis que tu as le profil d'une personne qui habite en ville, ben tu as beaucoup de moins chances de survivre en région. Puis déjà que les hôpitaux sont plus loin, ben on veut donner quand même plus de chances aux personnes de
c'est ça, de survivre. Puis c'est quand même un soin essentiel, là, c'est un soin de base d'accéder à des services d'urgence. Puis si par exemple, toi, tu pourrais habiter en face de l'hôpital, mais si le gars, faut qu'il parte à 5 minutes de chez eux, aller à la caserne, starter le camion, puis après ça, aller à ton domicile qui est à 10 minutes, ben tu sais, le temps est trop long, là. On avait fait une pré-entrevue, tu avais mentionné le fait qu'avant, les paramédics étaient assignés à des hôpitaux. Oui, ben en fait, c'est qu'il y a plusieurs types de modèles au Québec. Encore une fois, là, c'est très hybride. Il y a eu, ben, si on part à la base, là, au très début, quand c'était des morgues, en fait, là, qui avait le système ambulancier, ben c'est sûr que souvent, ils étaient directement associés aux hôpitaux. Parfois, la compagnie, c'était la fondation de l'hôpital qui s'en chargeait. Mais maintenant, de nos jours, on a des systèmes plus de coop. Comme à Québec, la CETAC, ben, c'est une coop où est-ce que les membres financent un peu la compagnie et ont des ristournes à chaque fin d'année. Urgence Santé, c'est parapublic. Donc, c'est la seule organisation. C'est un peu comme un CIUS, où est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui met les fonds directement. Puis sinon, il y a des compagnies privées aussi un peu partout au Québec. Fait qu'on a vraiment un modèle un peu hybride un peu partout. Ouais, ça, parce que tu avais mentionné le mot compagnie tantôt, puis je me disais comme, oh wow, il y a quelque chose de structurel qui se passe ici, qui est comme inhabituel. C'est pas quelque chose qui est comme vraiment gouvernemental. C'est pas comme une instance provinciale. C'est un peu différent de ça. Non, c'est ça. Puis souvent, en fait, un des grands défis qu'on a dans la profession, c'est qu'on est ni dans le système de la santé, ni dans les services sociaux. On n'est pas la police, on n'est pas les pompiers. Fait qu'on se retrouve un peu dans le néant. Puis comme je te disais, la profession est très jeune. On n'a pas encore d'ordre professionnel. Ça, c'est une demande que ça fait longtemps là, que les paramédics ont, puis que la population ont aussi, parce que l'ordre professionnel, le but, c'est de protéger la population. Si on parle justement des fameux 7-14, ça, c'est pas bon pour la population, tu sais. Fait que si on avait un ordre, ça nous amènerait à avoir des gains plus forts, justement, pour servir la population. Puis bon, tu sais, je te le cacherai pas que le lobby des ordres est très présent, là, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières. On pourra en parler tout à l'heure, là, mais disons que nos actes médicaux, dès qu'on souhaite les augmenter, c'est pas juste à nous, là, toutes les professions, c'est comme ça. Si on n'a pas d'ordre pour parler à la table des ordres avec les autres professions, c'est très difficile d'en avoir. C'est comme récemment, juste avant la pandémie, on s'est fait enlever les thermomètres dans l'ambulance parce que c'est pas dans nos listes de tâches. Ça veut dire que moi, légalement, j'ai pas le droit de prendre une température. C'est ce qui est inconcevable, on s'entend là. Puis ça, il y a beaucoup de non-sens comme ça. Fait que dès qu'on souhaite justement aider plus la population, ben des fois c'est de plus en plus difficile parce qu'on est limité dans ce qu'on peut faire. Mais attends une minute, là. Ouais. Vous vous avez fait enlever vos thermomètres dans les ambulances? Ouais, juste avant la COVID, en plus. Tu sais, comme juste avant le moment où est-ce que ça aurait été pertinent d'avoir un thermomètre pour comme valider la présence de critères de COVID, là. Là, tu dis que légalement, les paramédics ont pas le droit de prendre des températures. Non, parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est que tout est légiféré. Puis il y a plusieurs choses, justement. Là, on a des actes médicaux comme c'est ça, qui sont légiférés puis qu'on a le droit de faire. Le thermomètre, par exemple, il n'était pas à l'intérieur. La même chose pour évaluer. Une infirmière peut évaluer un patient. Nous, c'est beaucoup plus difficile. Puis ça arrive très souvent que j'arrive avec un patient à l'hôpital puis que je sais pertinemment que ce patient-là, pas que sa place n'est pas à l'hôpital, mais présentement, le système est tellement saturé qu'il va attendre 16 heures, il verra pas un médecin, puis ça va juste empirer sa condition. Puis ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille dans une clinique médicale. Il faut quand même qu'il voie un médecin, mais pas nécessairement à l'urgence. Que j'arrive à l'urgence, puis que l'infirmière lui donne un rendez-vous en clinique. Mais ça, moi, légalement, je n'ai pas le droit de le faire à la maison. Fait que c'est sûr que c'est ça, c'est un peu plein d'incohérences comme ça là, qu'on vit dans le système, puis qui vient aussi un peu alourdir le système de santé. J'en ai pas un peu parlé, mais tu sais, de nos appels, on a à peu près, là, ça c'est mes stats personnels, là, c'est pas c'est pas rien d'officiel, mais on a à peu près 90% des appels à Urgence Santé qui sont non urgents. Fait que ça, c'est des appels pour ça, je rentre non urgent, ça veut dire que la vie de la personne n'est pas en danger immédiatement. Fait qu'une personne qui s'est fracturé la hanche, une personne qui a mal au ventre, mais que c'est stable, un enfant qui fait de la fièvre,
un problème psychologique qui nécessite pas une aide médicale immédiate. Tout ça, c'est des appels non urgents. Puis sinon, on a un 10% à peu près que ça, c'est des appels plus urgents, fait qu'un infarctus, un AVC, des accidents de la route, bon, un accouchement. D'ailleurs, j'ai fait un accouchement hier. Hier? Ouais, hier! Ouais. Bon, en fait, là, je prends un peu le crédit, mais c'est les pompiers de la caserne 73-1 qui l'ont fait. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, je les remercie beaucoup. Là, c'est une super belle intervention. C'est rare quand même qu'on fait des interventions positives sur l'ambulance. Souvent, on voit que le négatif parce que les gens nous appellent en douleur, les gens nous appellent parce que ça va pas bien. Fait que ça fait du bien là, d'avoir une belle intervention avec un petit bébé qui allait bien hier. Ça fait toujours chaud au cœur. Wow, c'est absolument... C'est fou, ça. C'est comme entre notre pré-entrevue puis ce qu'on fait présentement, genre, Ouais. t'as aidé comme une femme à accoucher. Ouais, non, quand même. Mais c'est ça, c'est ce qui est bien avec l'ambulance, c'est qu'au final, on peut voir n'importe quoi, tu sais. Moi, je suis déjà allée dans un penthouse, tu sais, dans Montréal, où est-ce que, tu sais, t'arrives avec l'ascenseur, puis là, t'arrives c'est ça, au penthouse, puis là, t'as le gros piano à queue, les toiles qui valent à peu près 10 000 $ chaque au mur. Puis après ça, ben, tu sais, je vais être dans une crack house, tu sais, l'appel d'après. Tu sais, fait que c'est vraiment intéressant, tout le genre d'appels qu'on peut voir, tout le genre de monde, les différentes cultures qu'on peut rencontrer. Tu sais, à Montréal, on s'entend que bien souvent, mon français n'est pas utile. Puis que mon anglais non plus, tu sais, ça va être une troisième langue qu'on va essayer de déchiffrer ce que la personne a veut parce qu'elle vient d'arriver puis elle comprend pas ni l'une ni l'autre des langues. Fait que ça nous permet ça d'avoir des belles expériences là, humaines puis médicales aussi. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, que les paramédics ont comme un accès privilégié à plusieurs tranches de la société, comme peu de monde ont. Ouais, non, vraiment. Puis c'est ce qui fait partie aussi du plaisir de travailler, là, c'est de pas savoir sur quoi tu vas tomber. Tu comme là, c'est l'hiver, tu sais, ça arrive souvent qu'il faut qu'on pelte pour avoir accès aux patients. Tu sais, mettons que c'est plus motivant pour moi d'aller travailler que de savoir qu'il faut que je sois sur mon écran en rencontre Zoom toute la journée, là. Ça fait des personnes aussi qui ont un léger TDAH, là, qui travaillent sur l'ambulance, là, on voit beaucoup de ça, mais ça, fait que, comme tu dis, c'est le fun aussi d'avoir accès à toutes sortes de personnes. Puis, tu sais, au final, quand quelqu'un est malade, là, que ton papier de toilette vaille 1000 $ le rouleau ou que t'en aies pas, au final, tu restes quand même un humain derrière tout ça. Fait que c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est ça. Je vois un parallèle un peu avec qu'est-ce que moi je fais à Epistémia. L'idée était... c'est comme avoir des contacts humains, rencontrer des gens, puis avoir des conversations, mais les paramédics qui font ça aussi en quelque sorte. Il y a l'humanité derrière les interactions qui quand même, c'est quand même ressourçant là, en quelque sorte. Oui, mais des fois ça peut être drainant aussi. Ça dépend. Puis je pense que la COVID a un peu exacerbé tout ça. Là. On le voit beaucoup sur le terrain, là, beaucoup de fatigue. Puis bon, c'est sûr que on peut aussi avoir ce qu'on appelle la fatigue de compassion qui vient avec les années. Là. Puis ça, c'est pas juste les paramédics, là, c'est tout le monde souvent dans le personnel de la santé ou des services sociaux. C'est que les gens ont tellement de problèmes que des fois, c'est difficile de faire face à ça à chaque jour de sa vie. Puis c'est pour ça que quand les appels, souvent on essaie d'avoir une petite pause, un petit 5-10 minutes juste pour comme dire bon, cet appel est terminé, on passe à l'autre. Puis aussi, quand on a des accouchements, ben là, ça nous redonne un petit gain d'énergie pour les prochains mois. Ouais, c'est ça. Pour passer au travers. Ouais, c'est ça. C'est comme tu fais du service à clientèle, c'est vraiment pas une job le fun, mais des fois, t'as un client comme, tu sais, super gentil qui fait comme, ah, ok, je peux continuer à vendre des jeux vidéo ou whatever. Ouais, non, totalement. Ben, je sais pas si c'est une question controversée, là, mais tu parles de fatigue de compassion. Il y a aussi un humour noir qui se développe dans ces types de professions-là. J'imagine. Ouais. Ben, c'est une façon j'ai pas le terme en français, mais de cope avec tout ce qui se passe là, avec nous. Là. Puis, tu sais, le partenaire est tellement important. Là. Souvent, du moins dans la compagnie pour laquelle je travaille, à chaque année, on va changer de partenaire, mais juste une fois par année, si on prend un remplacement ou un poste. Mais tu sais, finalement, cette personne-là, je suis assis avec lui plus que 40 heures par semaine, là, des fois. Là. Fait qu'il faut quand même que je m'entende bien. Puis bien souvent, avec ça, il se développe une amitié, mais que vu que c'est des gens avec lesquels probablement que tu n'aurais même pas rencontré dans ta vie normalement, parce que tu sais, on vient un peu de plein de sortes de milieux.
on développe vraiment des amitiés spéciales puis intéressantes. Ou est-ce que justement, faut utiliser l'humour noir pour passer au travers, là. Ça se peut que les gens comprennent pas trop notre humour, là, fait que peut-être qu'à la radio, on n'en parlera pas, on donnera pas d'exemple, mais Ben, tu disais que il y avait des gens un peu TDAH qui étaient comme, tu sais, ça supportait bien comme ce genre de comme personnalité-là. J'imagine que un type de personne qui est souvent attiré par la profession, fait que c'est plus facile de tisser des liens. ouais, ben oui, c'est clair. Des fois, c'est peut-être dur d'avoir une conversation qui se tient parce qu'on manque des informations, parce que là, faut que tu chauffes, faut que tu sois attentif, puis là, t'essaies de parler, puis t'écoutes pas en même temps. Mais ouais, totalement. Puis en fait, c'est qu'on est des gens souvent assez impulsifs, vraiment rapides côté exécution. Fait que tu sais, quand vient une scène, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce métier-là. C'est sûr que c'est bien d'aider Gisèle, 90 ans, qui est tombée, là, mais tu sais, souvent, ce qu'on souhaitait faire, c'était beaucoup, tu sais, les accidents de la route, tu sais, des gros appels, en fait, qui brassaient. Fait que ça, c'est certain qu'avec ce profil type de personnes-là, on est pas mal efficace là, sur le terrain. Fait que, puis c'est le fun à côtoyer aussi, là. Y a-tu un certain aspect de, c'est quoi le terme, c'est accro à l'adrénaline? Oui et non, parce qu'honnêtement, mis à part la première fois que j'ai mis mes lumières et mes gyrophares pour un appel en urgence, et là j'ai eu un petit ouh, ok, je roule en urgence à Montréal, mais ça a été la seule fois. Je pense qu'on devient vraiment très très tolérant. Là. Faudrait qu'on check nos niveaux de cortisol si ça dit ça dit la même chose, mais honnêtement, c'est que peut-être qu'on vient à banaliser ce qu'on vit. Je sais qu'avec les années, tu sais, je me rappelle que ma première année, je trouvais donc bien que j'avais des gros appels, puis que là, je trouve pas que mes appels sont si intenses que ça, tu sais. Mais je pense que c'est parce qu'on s'habitue beaucoup, puis qu'on normalise un peu ce qu'on voit, puis au fil du temps, mais c'est aussi qu'on sait quoi faire maintenant. Fait que quelqu'un qui va pas bien, mais tu sais, on a maintenant des actes médicaux qu'on peut lui apporter pour l'aider. Fait que tu sais, on voit sa progression. Fait que on n'a pas cette décharge-là, mais c'est certain que, tu sais, peut-être une fois à chaque quelques mois, on va avoir une intervention où est-ce que ça va plus nous secouer que d'autres, là. Puis on n'est jamais à l'abri aussi du choc post-traumatique qui se développe un peu de manière différente chez les paramédics. C'est surtout un peu, tu sais, on parle de fatigue de compassion, mais c'est au fil des années, tu sais, on va avoir plusieurs appels marquants, puis un moment donné, il va y avoir un appel qui va faire déborder le vase. Puis ça va pas être le plus gros appel sûrement de notre carrière, mais c'est quand même cet appel-là qui va être un peu de trop. Puis après ça, ben c'est sûr que tu sais, si ta condition financière, familiale ou amoureuse va pas bien, ben là ça peut pencher un peu d'un côté ou de l'autre, là. Ça va exacerber les symptômes ou les problèmes dus à... Ouais, ouais, effectivement. Mais on a en même temps une bonne chose, c'est qu'on a de plus en plus de support. Argent Santé, on a un programme de pairs aidants qui sont des paramédics qui vont justement soutenir les autres paramédics dans des situations, pas nécessairement des gros appels, mais tu sais des moments soit dans notre vie que ça nous sent qu'on se sent pas bien ou que justement suite à un appel on a besoin un peu de ventiler. Puis le fait que ça soit des pairs qui savent un peu c'est quoi être paramédic, c'est différent que parler à un gestionnaire ou à quelqu'un, tu sais, qui fait pas notre job, là. Tu sais, même la psy, ça peut vraiment aider, mais c'est sûr que si ça vient d'un autre paramédic à côté de toi qui a été formé pour ça l'aide beaucoup, là. Il y a un organisme aussi qui aide les personnes qui ont été dans les métiers d'urgence, mais qui sont toujours en fait dans les métiers d'urgence, ça s'appelle la Vigile. C'est un organisme à but non lucratif, puis justement qui regroupe les personnes, soit que ça soit des pompiers, des répondants médicaux d'urgence, des paramédics, des policiers, puis que justement tu peux faire des thérapies là, puis t'aider soit si c'est un choc post-traumatique, mais aussi si t'as des problèmes avec la toxicomanie, le jeu ou mettons la violence, ce genre de choses-là. Là. Puis c'est sûr que si t'es avec des gens qui ont un vécu un peu pareil au tien, c'est sûr que ça peut pas nuire. Tu parlais tantôt qu'il n'y avait pas d'ordre professionnel. Ça doit comme influencer beaucoup sur les capacités à agir puis la santé mentale des paramédics et juste comme la structure de comment l'emploi est fait, là. Ouais, je te dirais que c'est beaucoup le manque de reconnaissance qui frappe ces temps-ci, là. Juste hier, il s'est passé beaucoup de choses hier. Juste hier, justement, le gouvernement, ben, vous l'avez peut-être vu dans les nouvelles, là, mais il y a beaucoup de primes qui ont été octroyées au personnel de la santé. Fait que, par exemple, on a entendu, bon, les infirmières pourraient payer jusqu'à 120 000 $ par année, des incitatifs encore pour le temps supplémentaire, bon, tu sais, comme pour le temps plein, tu sais, comme essayer de forcer les gens à travailler à temps plein au lieu de temps partiel. Puis hier, on s'est fait dire que nous,
on n'était pas prioritaire, les paramédics, le système préhospitalier, puis que pour nous, il y aurait pas ça, tu sais. Puis même chose au début de la pandémie, on s'est fait beaucoup dire que la COVID, ça commençait quand t'arrivais au triage. Mais tu sais, je veux dire, tous les patients, là, j'avais les statistiques, je vais les regarder un peu, mais c'est quand l'année passée, il y a un an pile, en mars 2021, la presse avait fait un topo sur Urgence Santé, puis il y avait eu 25 800 transports de COVID suspectés. Fait que ça, c'est 70 appels par jour de gens qui avaient probablement la COVID qu'on a amené. Ça, c'est juste l'année passée. Là. Fait que là, c'est sûr que ça a peut-être triplé ou quadruplé là, avec la vague qu'on a eue. Tu sais, je veux dire, les patients COVID, nous, on les a, tu sais, si un espace de, tu sais, très restreint dans l'ambulance, c'est pas une zone chaude, honnêtement, je sais pas c'est quoi, là. Fait qu'il y a beaucoup, il y a pas assez de reconnaissance, je trouve, puis ça affecte vraiment beaucoup le moral des troupes. Puis un autre, en fait, parce qu'on est aussi en négociation, là, présentement, on est sans convention depuis 2020, fait que ça fait quand même un petit moment. Puis on se fait toujours dire qu'il n'y a pas d'argent pour nous, mais qu'il y en a pour les autres. Fait que ça devient très difficile. Tu sais, on n'est jamais dans les remerciements, on n'est jamais des anges gardiens. Puis moi, je crois que c'est parce que le point de rupture n'a pas encore été atteint dans le système préhospitalier. Il l'est dans le système hospitalier, mais bientôt, tu sais, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va être le système préhospitalier, là. Tu sais, il y a 50% des paramédics présentement au Québec qui sont déjà en processus de réorientation d'emploi. Tu sais, c'est grave, le 50% des gens. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans 2-3 ans, ça va être un peu la même chose, puis il va être un peu trop tard rendu là. Ouais, c'est ça. Quand tu parles de reconnaissance, c'est aussi que avec la COVID, ben les paramédics, ben ils se mettent en danger avec en étant proche d'un patient. Tu parlais qu'une ambulance, c'est comme probablement clairement une zone chaude. Puis vous êtes exposé à ce virus-là. Puis c'est considéré comme pas grave par le gouvernement? Ben, c'est vraiment le message qu'on a, c'est qu'on n'est pas prioritaire. C'est ça, le gouvernement marche beaucoup en réaction puis non en proaction. Fait que ça donne ce que ça donne, là. En fait, ça, c'est vraiment désolant parce que, tu sais, on est augmenté pour les risques, on a beaucoup, beaucoup d'expositions. Tu sais, il y a une pénurie aussi de main-d'œuvre dans les paramédics. Fait que nous aussi, on en fait du temps supplémentaire. Puis, tu sais, oui, ça nous met à risque aussi, comme pour le virus. La plupart des gens sont vaccinés, mais quand même, moi, par exemple, j'ai fait un accident de travail l'été dernier, puis j'ai été 3 mois en arrêt. Tu sais, 3 mois, c'est long, là. Puis moi, je me suis toujours dit, oui, je vais me laisser un jour, mais à 45 ans. Là, j'en ai 29, là, tu sais, Puis ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup les paramédics. Quand tu regardes une carrière de paramédic, tu te dis pas, moi, je fais ça jusqu'à 65 ans. Tu sais, si t'es bon... Tu sais, jusqu'à 50, 55 ans, c'est bon, mais tu sais, qui prend sa retraite, honnêtement, à part Pierre-Yves McSween? Tu sais, honnêtement, tu sais, il faut quand même se prévoir une deuxième carrière. Ça, c'est malheureux parce que la plupart des paramédics adorent leur travail, puis c'est vraiment une passion, puis ils souhaitent continuer ça pendant longtemps. Mais physiquement, honnêtement, tu sais, je me vois mal, tu sais, dans 30 ans, soulever des patients, le triple de mon poids. C'est sûr que ça fonctionnera pas. Le COVID ou pas COVID, c'est sûr qu'il va toujours avoir des enjeux un peu derrière, là. Ben, tu me disais l'autre jour que t'as travaillé avec des gens qui étaient comme assez âgés aussi. Est-ce que... Ouais, ben c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui doivent continuer à travailler parce que le fonds de pension, c'est ça, on n'est pas des policiers, on n'est pas des pompiers. Notre fonds de pension, là, présentement, pour nous, il va pas être si pire, mais pour les anciens paramédics ou ceux qui ont commencé il y a 30 ans, c'est pas très reluisant, là. Puis ces gens-là, ben, ils ont comme pas le choix financièrement de continuer jusqu'à 65 ans l'ambulance. Fait que ça aussi, c'est un peu malheureux pour eux, là. On a de la difficulté à leur donner de la reconnaissance à ces gens-là, tu sais, qui ont donné, tu sais, parfois, il y en a qui ont donné 40 ans de service, là. Tu sais, tu vois pas ça un pompier ou un policier faire 40 ans de service. Puis, comme la profession, c'est difficile de faire autre chose, c'est comme par exemple une infirmière, tu sais, tu peux quand même aller dans un CIUS, tu peux aller travailler chez Emma Québec, tu sais, t'as comme plein d'options. Comme paramédic, à moins de devenir un gestionnaire, t'as pas vraiment d'autres options autres que retourner aux études. Fait que ça aussi, c'est un enjeu, là, où est-ce que, tu sais, les gens souvent se réorientent dans un tout autre domaine, mais pour les personnes qui sont un peu plus vieux, c'est plus difficile pour eux. Est-ce que les paramédics pourraient, admettons, un changement structurel ou de reconnaissance, est-ce qu'ils pourraient comme se réorienter dans le domaine plus facilement s'il y avait des choses de fait?
Ben, possiblement, là, une des solutions qui est avancée par beaucoup de paramédics, c'est la paramédecine communautaire. Ça répond à deux besoins. Premièrement, ça élargit un peu plus le cadre de notre profession. Fait que, tu sais, au lieu de faire des gros appels urgents où est-ce que tu vas forcer, ben, tu peux juste aller chez la personne qui a un problème avec sa sonde urinaire, avoir un suivi avec le CLSC. Tu sais, mais là, encore une fois, présentement, nous, on n'a pas le droit de faire ça. Puis d'un autre côté, c'est sûr que ça l'aiderait aussi pour désengorger les urgences. T'sais, parce que présentement, puis ça nous arrive souvent, là, des problèmes de sonde urinaire. Moi, j'ai même pas le droit d'y toucher. Là, je peux la regarder de loin. Là. C'est comme quasiment juste ça que j'ai le droit de faire. Là. Puis, tu sais, cette personne-là, on va l'amener à l'urgence, elle va être mise dans une salle. Puis dans 4-5 heures, elle va être vue peut-être par un médecin qui va qui va dire à l'infirmière, ah ben, replace-la. Puis cette personne-là va devoir attendre un autre transport ambulancier pour retourner chez elle. Fait que, on voit à quel point ça aurait pu être géré autrement. Fait que ça, la paramédecine communautaire, c'est quelque chose qui se fait ailleurs aussi dans d'autres pays, qui est très développé. Puis présentement, on attend là, que ça débouche, mais encore une fois, sans ordre, c'est très difficile. Puis on sent vraiment qu'on n'est pas la priorité envers le gouvernement. Fait que ça, si le gouvernement là, s'assisait puis disait, bon, là, la priorité, ça va être le système hospitalier, il y a plein de solutions qu'on peut faire, ça serait différent, mais j'ai pas l'impression que ça s'enligne vers ça. T'as pas l'impression que vous existez pour eux autres? Je sais pas, je pense qu'on est comme un problème qui est pas assez urgent. C'est vraiment ça. C'est dommage parce que moi, je pense qu'on fait partie de la solution, tu sais. Il faut utiliser les ressources d'une meilleure manière. Puis il faut arrêter de juste prendre des patients puis les amener à l'urgence alors qu'ils recevront pas de bons soins là-bas. Tu sais, on parle de délestage, mais tu sais, nous, ce qu'on fait juste remplir les urgences puis éventuellement, ils se vont dire, ben, retournez chez vous. Puis vu que mettons, nous, notre clientèle, c'est beaucoup des personnes âgées, ils peuvent pas faire ça, fait qu'ils les mettent dans des lits. Tu sais, une personne avec une démence peut pas l'asseoir dans la salle d'attente, là. Fait que là, ça prend un lit dans l'urgence où est-ce qu'une infirmière doit surveiller cette personne-là, alors qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui aurait peut-être pu profiter de ce lit-là puis qui avait vraiment un besoin, tu sais. Ouais, ça me fait penser un peu à quand il parlait avec les problèmes de police aux États-Unis, il y avait comme tout l'aspect de comme defund the police. Ouais. Les gens comme s'il n'y a pas de police, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, c'était de donner en fait des ressources à d'autres organismes pour aider les gens avec des problèmes de santé mentale. T'es pas appelé un gars avec un gun pour aider quelqu'un qui est en crise. Puis un peu là, ce que tu me dis, c'est que justement, les paramédics pourraient faire partie d'une solution où il y a multiples facettes. Pas juste, admettons, amener les gens à l'urgence ou centraliser les soins dans les hôpitaux. Non, exactement. Puis c'est sûr que si on avait plus de formation, parce que, tu sais, honnêtement, on parle encore de la sonde urinaire. Présentement, je saurais même pas comment l'arranger, la sonde urinaire. J'ai pas été formée pour ça. Mais c'est aussi que il faut se rendre compte que le système hospitalier, il est devenu autre chose. T'sais, on a une population vieillissante. Tu sais, les chutes, justement, pour des hanches cassées, tu sais, on en a presque à chaque jour. Des problématiques pour des infections chez les personnes âgées aussi. Fait que c'est sûr que si on était plus habilité à aider ces personnes-là, puis si on était mieux formé, c'est sûr que ça l'aiderait beaucoup plus. Puis tu sais, le système est devenu ça. Tu sais, oui, on fait des gros accidents parfois, mais c'est beaucoup moins ça. C'est beaucoup moins dans l'urgence, en fait, le métier de paramédic maintenant. Parfois, ça l'est, mais c'est beaucoup plus des appels non urgents. Tu parlais tantôt des actes que tu peux ou tu peux pas faire. Moi, j'ai toujours un peu de la misère à comprendre ça. Je trouve ça un peu étrange. C'est weird, man. Ce que j'ai compris, c'est que les médecins sont payés à l'acte, puis les autres, ils ont le droit de faire certains actes. Puis moi, je comprends pas. Ouais, ben je comprends pas non plus. Je sais pas pourquoi. Puis honnêtement, ça serait un autre débat, mais nous, je sais qu'on l'a déjà vu, puis heureusement, on parlait en pré-entrevue justement par rapport aux accouchements, à quel point que j'avais déjà eu une expérience similaire où est-ce que, dans le fond, on appelle ça le SP1, c'est le formulaire, la déclaration de naissance. Puis ça, les informations là-dessus, c'est l'accoucheur, la personne qui a accouché. Fait que pas ce qui s'est passé hier, mais ce qui s'est passé en début de carrière, c'est que j'ai accouché une personne, on a écrit nos noms, on l'a donné à l'hôpital qu'on a transporté la mère qu'on avait accouchée. Je suis allée aux toilettes, je suis revenue, puis le papier était dans la poubelle. Parce que le papier, dans le fond, c'est sûr que si c'est la médecin qui signait, ben c'est elle qui empochait l'argent. Fait que, puis là, heureusement, hier, ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que ça veut dire que les choses changent? J'espère un petit peu.
parce que ça n'a pas de bon sens non plus. Tu sais, je pense qu'enlever un collet cervical, ça donne 150 $ dans la poche du médecin qui le fait. Tu sais, ça aussi, c'est un peu... je sais pas, c'est un peu inconcevable, alors que, tu sais, moi, mettons, je gagne à peine 45 000 par année, puis que, tu sais, je l'ai tout transporté, le patient, là, puis je comprends, tu sais, comme, je sais pas du tout la job d'un médecin que je fais, mais mettons, les soins avancés, tu sais, ils ont quand même fait 2 ans en médecine, tu sais, c'est quand même, puis il y a peu de reconnaissance monétaire envers leur travail. Si on regardait ailleurs, au Canada, ou même ailleurs aux États-Unis, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus payés qu'ici, au Québec, là. Ouais, c'est ça, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est pourquoi pas juste un salaire à place de comme payer à l'acte, puis ça fait en sorte que les médecins, ils font des gestes qu'ils ont peut-être pas besoin de faire ou qui servent un peu à rien des fois, puis on jase là, hein? Ouais, c'est ça. Possiblement. Mais je pense que ça s'applique pas juste aux médecins, mais c'est certain que tous les travailleurs de la santé présentement, d'après moi, il y aurait besoin d'un rehaussement de salaire. T'sais, on parle beaucoup des infirmières parce qu'ils ont un ordre qui font beaucoup de lobby pour eux. Mais tu sais, quand on parlait des primes, je pense que c'était les techniciens en radiologie ou même les préposés aux bénéficiaires, ils en ont presque pas des primes, ces gens-là. Puis tu sais, ils travaillent au même titre que l'inhalothérapeute, que l'infirmière. Fait qu'il y a vraiment des inégalités au sein même du système de santé qui fait que ça devient de moins en moins attrayant de travailler pour eux, tu sais. Donc ça aussi, il faut penser à ça. Puis tu sais, même paramédic, tu sais, on n'est pas vraiment payé. Nous, c'est une de nos demandes, là, qu'on accote au moins le salaire des autres métiers de l'urgence. On n'a aucune prime d'exposition, aucune prime de risque. Les primes COVID, il a fallu se battre au début pour avoir le 8%. Tu sais, on mange jamais à l'heure. Ça aussi, là, c'est un enjeu qu'on n'a pas abordé, mais la conciliation famille-travail, si on finit jamais à l'heure, on se fait toujours, mettons, envoyer, tu sais, des appels en fin de quart. Mais si, par exemple, moi, je finis à 4 heures le soir, que je me fais envoyer un appel, c'est un autre 2 heures. La garderie est fermée. De comment que je fais pour envisager d'avoir une famille? Ou, tu sais, il faut de temps que je compte sur le conjoint, la conjointe. Mais là, un moment donné, tu sais, c'est quand même beaucoup de charges sur cette personne-là. Fait que c'est un métier qui devient de plus en plus difficile, puis au salaire qu'on est payé, puis au risque qu'on court, des blessures physiques puis mentales, ça devient moins attrayant, tu sais. À cette heure, au centre-ville de Montréal, ils engagent au McDo à 20$ de l'heure, tu sais. Moi, je payais 25. On s'entend que... Puis tu sais, j'ai étudié pour être là-dedans, là, c'est ça l'affaire, là. Fait que... Ah non, il y a beaucoup de problématiques, puis si on s'y attarderait, je pense qu'il y aurait moyen d'y remédier. Ben, sûrement. Je veux dire... Écoutez-nous, Monsieur Legault, là. On a des bonnes idées, en plus. Écoutez les paramédics, c'est important. Puis, tu sais, nos demandes, je pense qu'ils sont quand même légitimes. Si on parlait du salaire, mais justement d'être payé le même salaire un peu qu'un infirmière, qu'un allothérapeute, qu'un pompier ou qu'un policier. Tu sais, on est vraiment en deçà de ce salaire-là. Puis pour tu sais, le fonds de retraite, bon, tous les avantages aussi. Fait que, tu sais, ce qu'on demande, c'est, tu sais, la campagne. Nous, on est affilié avec la CSN, puis notre campagne, c'est un appel au respect. Tu sais, c'est de respecter un peu le métier qu'on fait, puis nous donner de la reconnaissance. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il y a des choix de société qui doivent être faits, qui sont juste pas faits, puis je dis ça de même, là, je dis ça dans les airs, mais avoir des chefs d'entreprise comme au gouvernement, ça donne peut-être pas nécessairement les meilleurs résultats au monde, t'sais. Ouais, possiblement. Question de culture monétaire chez ce type de personnes-là, là, moi, je dis des affaires, hein, on jase, là. Hein. Faudrait que tu te présentes, je pense. Ça serait peut-être une bonne idée. Ouais, c'est ça. Comme on abolit l'argent, tout le monde. Non, c'est ça. Clairement. Donc, tu me disais que tu avais fait de l'aide humanitaire aussi, que tu étais parti tout récemment aider des gens au Mexique, je crois? Oui,
C'est une grande passion chez moi, là, la coopération internationale puis les missions humanitaires. J'ai eu la chance de partir avec une ONG qui s'appelle Global Response Management, une ONG américaine qui travaille dans plusieurs pays, mais présentement leurs principaux projets c'est au Mexique où est-ce qu'il y a des camps de réfugiés. De migrants en fait qui se sont en fait amassés à la frontière. Puis j'ai pu aller effectuer des soins là-bas avec l'ONG pendant 16 jours au mois de décembre dernier. C'est vraiment intéressant parce que quand tu parles d'aller faire de l'aide humanitaire, tu l'as mentionné, tes camps de réfugiés, on s'imagine pas que c'est quelque chose qui est si proche que ça de nous. Non, pas du tout. Puis même quand ils m'ont informé des projets, j'étais parce que tu sais quand j'ai contacté l'ONG, tu sais je voyais qu'elle avait fait des projets en Syrie, en Irak, au Yémen. Fait que j'étais comme oh my God, ok je vais aller probablement au Moyen-Orient. Puis ils m'ont dit ouais mais tu sais il y a des situations humanitaires qui se déroulent à côté de chez toi. Puis j'étais comme ah oui. Honnêtement j'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis tu sais les États-Unis puis le Mexique, c'est tellement près de chez nous, là, beaucoup plus que de ce qui se passe en fait en Europe ou dans d'autres pays. Puis c'est un peu pour ça là, que ça m'a poussé à aller aider, c'est que c'est un sujet qui est près de nous puis qu'on n'est pas au courant. Fait que c'était aussi un peu pour sensibiliser les autres, les personnes près de moi à cet enjeu-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est dû à la situation politique actuelle. C'est quelque chose qui a commencé sous Trump, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, Trump a instauré le Migrant Protection Protocol, le MPP, qui, grosso modo, là, vise à limiter la présence des réfugiés sur le territoire américain durant la période qui sont en attente de leur approbation. Fait qu'avant, quelqu'un qui faisait une demande de réfugié passait la frontière, suivait le processus légal, pouvait ensuite loger chez sa famille ou chez des amis. Puis le processus dure à peu près 2 ans. Puis ensuite, dans beaucoup de cas, il était déporté, mais tout de même, il avait réussi à vivre à peu près 2 ans aux États-Unis, alors que maintenant, la personne est bloquée à la frontière. Puis ça, je sais pas si les gens ils sont pas au courant, là, mais il y a beaucoup de... Les conditions sont assez... mettons, sont assez tristes là, pour ces personnes-là parce qu'ils se ramassent littéralement. C'est un peu comme qu'on a vu là, ce qui se passe en Grèce. Là, donc, des séries de tentes, des gens qui dorment par terre, beaucoup de familles, en fait, beaucoup de jeunes femmes, quelques quand même des hommes, pas beaucoup de personnes âgées parce que quand même, il a fallu que ces gens-là marchent du Honduras, par exemple, pour se rendre au Mexique. C'est très loin quand même. Fait que c'est des conditions peu favorables pour certains types de personnes un peu plus vulnérables. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu peux nous informer un peu sur c'est quel genre de personnes qui est dans ces camps de réfugiés-là, parce que, comme tu l'as mentionné, c'était Honduras, des gens qui ont marché. Trump, il disait souvent là, que les migrants, genre, ils arrivent, puis ça va être une grosse crise, puis c'est mauvais, les démocrates, whatever. Genre. Ouais, ben on voit en fait ceux qui étaient dans le camp de réfugiés où est-ce que j'étais, c'était à Reynosa, c'est juste en face du Texas, près de la ville de McAllen. Nous dans le fond, on logeait à McAllen, puis on allait à chaque jour, on traversait la frontière pour aller aider à Reynosa. Puis il y avait beaucoup des personnes du Honduras, du Guatemala, du Salvador et des Haïtiens. Fait que c'était vraiment beaucoup ces 4 pays-là qui étaient réfugiés. De ce que je comprends, c'est qu'il y avait certaines personnes, soit par exemple des gens qui venaient du Venezuela ou bien de Cuba, qui passaient quelques jours dans les camps de réfugiés, mais qui étaient rapidement acceptés. L'autre côté, c'est sûr que le Salvador, c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je sais pas pourquoi est-ce que les Haïtiens sont refusés autant. Honnêtement, je sais pas trop, mais c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup de ces personnes-là là, qui étaient dans les camps. Puis c'était beaucoup, comme que je disais, beaucoup d'enfants, en fait. Nous, dans la clinique, là, je pense que ça correspondait à peu près au tiers de nos patients. Puis même que les gens, tu sais, le processus est tellement long pour l'attendre d'avoir ce statut de réfugié que souvent, la personne, mettons, partait d'Haïti ou partait du Honduras. Mettons, pour la personne haïtienne, à débarquer au Chili, là, transiter un peu par là, quelques mois plus tard, à s'en venir dans un autre pays pour se rapprocher du Mexique. Mais entre-temps, cette personne-là tombe enceinte, là, elle avait un enfant, parfois 2, puis là, ça ralentit encore plus son processus. Fait que là, finalement, son enfant est chilien, puis là, tu sais, l'autre est mexicain, puis là, sont en attente dans le camp de réfugiés. Fait que ça fait des cellules familiales assez particulières, disons, qui résident tous dans des conditions assez difficiles dans des tentes près de la frontière.
Et c'est à peu près combien de personnes, ben, spécifiquement dans le camp où est-ce que tu as été? Mais dans la ville, on avait 3 ou 4 endroits qu'on allait visiter à chaque jour. Dans le fond, c'est une clinique mobile. Fait que nous, on apportait des caisses de médicaments, des tables, des chaises, puis on installait vraiment la clinique. À chaque matin, on avait un endroit différent. À la Plaza, qui est directement en face de la frontière, il y a environ 2500 personnes. Un peu plus loin, il devait en avoir peut-être 1002 ou 1003. Puis, il y en avait aussi des personnes un peu plus vulnérables qu'une ONG avait placées dans des hôtels. Pas des hôtels, mais tu sais, des mini-appartements. Puis, il devait avoir peut-être une 50aine de personnes. Mais tu sais, c'est dans un petit village. Le Reynosa, c'est pas gros. C'est vraiment... tu sais, il s'installait dans le fond dans un parc. Puis au fil des semaines et des mois, il y a plus de gens qui arrivaient. Fait que les gens se ramassaient le plus possible ensemble. C'est comme s'il y avait soudainement plein de monde sur le Mont-Royal, tu sais, à Montréal. Ouais, ou un peu comme qu'on a vu ce qui s'est passé avec les personnes sans abri sur la rue Notre-Dame. Ça pouvait ressembler un peu à ça, sauf qu'il y avait moins d'équipement. Disons, tu sais, qu'il y avait juste des tentes, pas de chaises, puis pas de réchaud, là. Ça ressemblait un peu à ça. Comment ça se passait pour toi? En fait, comment ça s'est passé quand tu es arrivé là-bas, le processus d'intégration ou juste comme l'arrivée à ces camps-là? Ça a frappé assez, là. Disons que la détresse humaine était assez présente. J'avais déjà fait des projets plus de coopération internationale dans le passé au Kenya et en Inde. Fait que c'était pas mettons, mon premier contact avec la détresse humaine ou, tu sais, des bidonvilles ou ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que, tu sais, ça frappe toujours, là. Tu sais, c'est des gens qui sont beaucoup malades. Tu sais, avec la COVID, moi, j'étais certaine d'attraper la COVID là-bas, là. Puis, tu sais, même en arrivant là-bas, c'est une clinique avec des ressources limitées. Fait que moi, j'avais amené mes masques N95 pour me protéger, mais tu sais, je pensais au moins qu'il allait avoir des gants, qu'il allait avoir, tu sais, certaines choses. Puis moi, j'étais surtout attitrée pour le triage. Fait que j'accueillais toutes les personnes qui venaient à la clinique. Puis on avait parfois jusqu'à 150 personnes là, qui venaient nous visiter à la clinique. Fait que c'est quand même beaucoup de gens. Fait que là, j'arrivais là, pas de gants, avec mon masque qui fait 40 degrés. Là, je suis comme, oh my god, ok, là, je suis pognée ici pendant 8 heures. Je trouvais ça assez intense. Mais rapidement, là, honnêtement, on s'adapte tellement bien, là. Tu sais, ok, j'ai pas de gants, mais c'est correct. Tu sais, il y a du Purell. Fait que, tu sais, je vais mettre du Purell entre chaque patient, puis, tu sais, ça va être ça. Finalement, la COVID, je l'ai pas attrapée. Fait que je suis bien contente. Triplement vaccinée aussi, ça l'aide. Puis le sentiment aussi, en fait, d'aider les gens là-bas, ça surpasse tout. Puis les enfants, tu sais, j'en parlais un peu tantôt, mais tu sais, des enfants, ça reste des enfants, fait que ça rajoutait un peu une couche de normalité, tu sais, pendant que la maman vient se faire évaluer parce qu'elle est enceinte, ben là, il y a son enfant qui arrête pas de courir entre les chaises, puis qui se construit des jouets avec, tu sais, ce qu'il trouve à terre, tu sais. Fait que ça, on dirait que ça nous ramène plus à l'instant présent, puis tu sais, au final, ces enfants-là, ben tu sais, malgré tout, ils trouvent le moyen d'être heureux, tu sais, fait que ça a apporté un brin de positivité, mettons, au travail qu'on faisait là-bas. Ouais, les enfants, c'est étonnamment résilient. Ah ouais, ça a pas, ça a pas de bon sens. Là, je sais pas si c'est parce que leurs critères étaient pas les mêmes. Je sais pas, tu sais, si tu mets un enfant québécois, là, demain, je sais pas, tu sais, il va-tu pogner un peu plus, tu sais, son point ou si, je sais pas, mais tu sais, pendant qu'on était là-bas, c'était près de Noël, puis tu sais, il avait pris un vieux sapin à moitié dégarni, puis il l'avait décoré avec, tu sais, du papier de toilette, tu sais, plein de trucs. Fait que tu sais, c'était quand même, tu sais, on sentait l'esprit des fêtes. Puis il y a beaucoup d'ONG aussi qui travaillent avec les migrants. Fait qu'il y avait plein d'ONG aussi mettons, qui essaient de donner de l'éducation. Nous, c'était beaucoup les soins de santé. Il y en a qui s'occupaient pour les documents légaux, mettons, en donnant des avocats gratuits. Fait qu'on voyait aussi qu'il y avait une belle solidarité directement à la Reynosa. Je voulais juste parler un peu des conditions de travail, parce que tu as été là en décembre, puis là, nous autres, décembre, tu sais, Noël, le froid, tu sais, les tempêtes de neige, mais tu viens de mentionner comme 40 degrés Ouais. Ben, en plus, c'est l'hiver là-bas, hein, fait que je me comptais chanceuse. Apparemment qu'au mois de juin, à la Reynosa, là, ça doit être terrible. Moi, ce que je me souviens, c'est beaucoup, en fait, c'est que on était à l'extérieur, donc on avait quand même un vent qui venait un peu nous rafraîchir. Mais c'était surtout l'humidité, tu sais. Puis là, je sais pas pour les gens, je sais pas si tu as déjà porté un masque N95, mais c'est très intense, là, tu sais, tu sues là-dedans, puis tu sais, tu veux pas non plus t'infecter parce que si tu tombes malade, tu peux pas. Puis même si c'est pas la COVID, tu sais, je veux quand même pas pogner
c'est la tuberculose, bon, d'autres maladies là, qui pourraient me rendre malade puis qui pourraient m'empêcher d'aider ces gens-là. Fait que tu fais attention de ne pas toucher ton visage. Je me rappelle que durant la journée, notre, notre agent de projet avec l'ONG nous amenait souvent des liqueurs, puis je me sentais, tu sais, dans une pub de Coke où est-ce que le Coke est tellement désaltérant, là. J'étais comme, oh wow, tu sais, ça devrait faire une belle pub, puis là, je me regardais, puis là, j'étais, tu sais, tout sale, puis j'étais comme, ouais, non, finalement, ça ferait pas une bonne pub, mais quand même. Ça fait, non, L'effet, là. ça fait une meilleure pub, parce que la personne vient de travailler fort, puis elle est toute sale, puis elle vient d'aider des gens, puis c'est comme le Coke, c'est comme la cerise sur le sundae. Ouais, vraiment, là. Mais c'est ça, outre la chaleur, il y avait aussi le fait qu'on pouvait pas traverser de nourriture parce qu'on traversait les lignes à chaque jour. Puis la sécurité, c'est un enjeu très important là, avec l'ONG. Fait qu'on pouvait jamais quitter, mettons, l'espace qui nous était dédié parce qu'il y a quand même les cartels, tu sais, qui sont à côté. Puis tu sais, en fait, juste pour te donner un cas de figure, là, tu sais, nous, on avait, vu qu'on était en face de la frontière, nous, on avait la clinique. Puis à peu près 5-6 mètres de nous, on a souvent vu des cartels arriver avec leurs caméras, prendre des vidéos des gens qui étaient déportés, viser ceux qui n'avaient pas payé les cartels pour ensuite les kidnapper. T'sais, on voyait pas le kidnappage en tant que tel, mais on savait que ça allait se produire aujourd'hui, demain. T'sais. Puis après ça, on avait des histoires de gens qui s'étaient fait justement kidnapper par les cartels, qui s'étaient fait torturer pour avoir de l'argent. Fait que, tu sais, on était aussi dans une espèce de faux sentiment de sécurité. On se sentait en sécurité, mais on savait tout ce qui se passait en arrière. T'sais. Puis les migrants, présentement, c'est de la marchandise. Fait que si mettons, nous, c'était pas très dangereux parce que les personnes qu'on faisait passer, c'était surtout pour des conditions médicales. Fait que quelqu'un qui avait un cancer, par exemple. Fait que ça, les cartels, je pense qu'ils laissaient ça aller. Mais tu sais, par exemple, si moi j'étais une avocate, puis que j'essayais que je travaillais pro bono pour les faire traverser, ben, tu sais, ça aurait été dangereux pour moi de travailler là-bas puis d'être à Reynosa. Fait que c'était quand même particulier l'ambiance dans laquelle on travaillait. Tu parles d'un faux sentiment de sécurité, mais il y avait comme un stress latent à cause de ça, j'imagine. Pas tellement. C'est juste que ça ressemblait comme un peu n'importe quelle ville mexicaine à première vue. Mais là, c'est ça, c'est qu'après ça, quand tu regardais un peu plus loin, ben là, tu voyais les cartels, tu voyais les gens qui étaient déportés, tu pouvais les viser facilement parce qu'ils avaient enlevé les lacets des gens. Après ça, tu voyais quelqu'un un peu plus loin se promener avec un fusil, mais qui était clairement pas la police. Fait que là, c'est là que tu disais, ah ouais, finalement, tu sais, je suis pas, je suis pas à Punta Cana, là. C'est pas, c'est ça. Puis c'est peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, fait qu'il y a des endroits plus sketch dans lesquels je suis allée. Tu sais, j'ai fait la Turquie sur le pouce avec un ami. Tu sais, à certains moments en Turquie, pour moi, c'était moins sécuritaire d'être là que d'être à Reynosa. Mais encore là, je pense que l'ONG prenait très au sérieux la sécurité. Puis en fait, c'est une très bonne chose là, qu'elle prenne autant au sérieux parce que s'il arrive un seul événement, même s'il est petit, ben on pourrait pas continuer à travailler pour eux là. Mais quel genre est-ce qu'il y avait une équipe de sécurité autour de vous pour vous aider? Est-ce qu'il y avait la police ou des militaires ou des... Ben oui, en fait, c'est ça, c'est que les endroits pour faire la clinique étaient visés, en fait, étaient installés principalement par ça. Puis quand on se déplaçait dans la ville, c'était toujours dans des endroits où est-ce qu'il y avait une surveillance militaire ou policière accrue. Puis il y avait certains endroits où est-ce qu'on avait certaines rues qu'on n'avait même pas le droit de passer juste par sécurité. C'est déjà arrivé aussi que on fasse qu'on ait un avertissement comme quoi, bon, il y avait des gens armés qui se tuaient dans comme 2 rues plus loin, fait que le directeur de projet décidait juste d'arrêter complètement la clinique pour aujourd'hui. Fait qu'on pactait tout, on quittait, même si on venait d'arriver, c'est déjà arrivé qu'on doit cesser nos activités par mesure de protection. Wow. Fait que c'est ça, le sentiment de fausse sécurité, c'est que tu fais ta journée, tu penses que tout est correct, puis là, quelqu'un t'arrive avec une information, tu fais comme, oh, ok, tu sais, c'est quand même... Ouais, c'est ça, comme juste autour de toi, tu fais ton travail, puis t'es à comme 10 mètres de distance, tout est normal, entre guillemets, mais 2 rues plus loin, il y a les points les plus... je sais pas le mot en français, mais c'est comme... Là, ouais. J'allais dire CD, là, tu sais. Ouais. Mais puis, tu sais, on avait aussi des protocoles là, où est-ce qu'ils nous montraient, tu sais, faire un soft close ou un hard out.
Fait que c'était deux manières, un soft close, dans le fond, c'est que tu disais aux gens, bon ben, je suis désolée, vous reviendrez demain à la clinique, tu pactais les choses, puis tu t'en allais tranquillement, alors qu'un hard out, tu laissais tout ça là, tu nous disais comme, au pire, prends juste le défibrillateur parce que ça vaut 5000 pièces puis comme tu cours jusqu'à la frontière, là. Fait que tu sais, on avait quand même on n'a jamais fait de pratique, mais tu sais, ils nous avaient montré à chaque début de semaine, quand il y avait des nouveaux, il y avait quand même 1 heure d'orientation sur juste la sécurité. Fait que c'est sûr que ça rend ça plus réel un peu quand on se fait expliquer aussi sérieusement par des gens. Ou tu sais, la simple chose où est-ce toutes les cellulaires est interdit, où est-ce qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos puis les publier sur les médias sociaux parce qu'il était déjà arrivé un événement il y a plusieurs mois où est-ce qu'un bénévole avait pris une photo, l'avait publiée sur les réseaux sociaux. Une personne avait reconnu une personne qui était recherchée et est allée faire un raid dans la maison et a fini par tuer 3 personnes, tu sais. Fait que, tu sais, puis il y en a une qui s'est fait kidnapper. Fait que c'est, tu sais, puis tout ça pour une photo publiée sur les réseaux sociaux. Fait que quand on entend ces histoires-là, c'est sûr que ça, on fait plus attention, là. Ouais, c'est ça. Puis pour nous, une photo sur un réseau social, c'est anodin comme geste, là. Ouais, totalement. Puis en même temps, tu sais, l'ONG veut aussi faire la promotion de ses actions, tu sais, comme c'est sûr qu'à la clinique, mais il faut faire attention parce que si tu prends une photo, tu sais, de la personne, tu sais, comme de toute la lignée de gens qui attendent, ben ça se peut que là-dedans, il y en ait une qui ait fui son pays parce qu'il est poursuivi par tel cartel, puis le cartel, tu sais, il le reconnaît, fait que c'est vraiment touché quand même, là, comme situation. Tu sais, ces gens-là, ils ont fui quelque chose, ils sont pas venus aux États-Unis parce que, tu sais, ça leur tentait nécessairement, là. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête, là, c'est qu'ils fuient une situation très dangereuse pour eux, puis ils préféraient se mettre dans cette situation-là qui est déjà très dangereuse parce qu'elle était mieux que l'autre d'avant, tu sais. Ouais, la géopolitique de la chose est quand même assez intéressante parce que tu sais, on le mentionnait au début, c'est des réfugiés, ils quittent quelque chose, mais l'analyse de la situation, je pense qu'elle mériterait d'être faite ici ouais. par quelqu'un d'autre que moi, là. Ouais. Ouais, non, vraiment. Puis de ce que je comprends, c'est que même au Canada, faut avoir des preuves pour corroborer nos histoires comme quoi les personnes sont en danger. Puis là, tu sais, je fais un petit parallèle, mettons, à quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle. Tu sais, dans le système judiciaire, présentement, c'est très difficile de prouver ça parce que tu as rarement des preuves tangibles. C'était quelque chose qui s'est passé entre 2 personnes, tu sais, qu'il n'y a pas eu de témoin. Mais c'est la même chose, un réfugié qui arrive ici, qui raconte des histoires d'horreur, puis comme, bon, ben, t'as-tu une preuve que ton cousin s'est fait assassiner par les cartels? Puis les comme, ben non, tu sais, c'est dans l'illégalité, tu sais, j'ai pas de preuves nécessairement, fait que, puis là, ben, son dossier va être évalué, puis bien souvent, il va être rejeté. Puis ça aussi au Canada, là, puis en tout cas, un des trucs que je trouvais complètement aberrant, c'est que quand on logeait aux États-Unis, si on regardait la télé le matin, puis il y avait un topo sur la pénurie de main-d'œuvre, sur le fait que des emplois étaient pas remplis parce que les Américains trouvaient que ces emplois-là étaient pas assez payés, assez chers. Puis là, ben de l'autre côté, t'as comme des milliers de migrants qui attendent l'autre bord de la frontière, puis qui voudraient juste ça travailler, là. Eux autres, une job au McDo, là, pour commencer, là, pour les starter, ben ils seraient bien contents d'avoir ça, là. Mais fait qu'il y a comme une incohérence, puis il y a du racisme beaucoup aussi, là, tu sais, je suis au Texas, là. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup la peur de l'autre. Puis c'est la même chose au Canada, là, on n'arrête pas de se plaindre qu'on n'a pas assez de travailleurs, notamment dans des travailleurs de la santé ou autres. Tu sais, les personnes réfugiées, ils souhaitent juste ça, là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que... Je veux juste faire une parenthèse parce que les gens ils disent tu sais, ces gens-là ils pourraient venir ici puis comme les prendre ces jobs-là de merde qui sont mal payés. C'est comme soit, sauf que ça fait quand même une sous-classe de citoyens. Ah ouais, totalement. C'est sûr que c'est pas non, c'est sûr. Quoique, tu sais, travailler au McDo à 20$ de l'heure, c'est quasiment aussi pas cher à payer que moi. Mais non, je suis tellement d'accord avec toi que, tu sais, c'est ça, il faut augmenter aussi le niveau salarial puis les conditions de travail, là, faut pas que... Puis aux États-Unis, il y a beaucoup ça, puis je pense qu'au Canada aussi, d'ailleurs, même au Québec, on en a entendu des histoires d'horreur, là, de personnes, en fait, de travailleurs étrangers qu'on sous-payait, là. Et que ça, c'est pas une bonne chose non plus, là. Ouais, tout récemment, des installations qui étaient pas comme COVID safe, puis des gens que les employeurs ou les organismes ou les compagnies qui fournissaient les travailleurs qui empochaient comme une partie de l'argent. Quelque chose de même, je suis pas exactement sûr, mais tu sais, c'est juste
c'est juste d'une exploitation d'une marchandise humaine. Ouais, non, totalement. Je pense qu'il y a comme une ligne à faire, comme directe entre ces gens-là puis les réfugiés, en fait, qui sont comme à la frontière. Mais bon, faudrait que je peux demander à quelqu'un qui vienne me parler de la géopolitique de la chose, parce que c'est quelque chose... Ça devient tellement un enjeu, c'est que, tu sais, il y a la pandémie là, qui remplit nos vies depuis 3 ans quasiment, mais tu sais, en arrière de ça, il y a tellement des enjeux humanitaires qui se déroulent à côté de chez nous, puis que, tu sais, ça va nous popper d'en face éventuellement, là. Ben, c'est ça. Même Non, vas-y, c'est que... Ah, excuse-moi. Puis en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe en Grèce, mettons, ben, tu sais, ça se passe depuis plusieurs années, puis ça continue à se produire aussi. Que, tu sais, les mouvements de population, selon moi, c'est le grand enjeu humanitaire qui va se produire. Ben, en fait, qui se produit déjà depuis plusieurs années, là. Ouais, il y a des gros enjeux structurels dans comme la société puis la globalisation qui vont devoir être réglés, ou sinon ça va probablement éclater, là. Je dis ça de même, là. Ouais, clairement. Fait qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est notre devoir un peu de prêter attention à ces enjeux-là. C'est un peu pourquoi j'ai décidé de partir là-bas, puis que je souhaite aussi retourner aider dès que financièrement c'est possible, parce que tout ça, c'est du bénévolat, puis le billet d'avion, il faut que je le paye, et ma nourriture là-bas aussi, là. Fait que ça c'est toujours un enjeu. Mais en tout cas, si aussi on pourrait faire des programmes pour accueillir ces gens-là, les soutenir, les former, je sais qu'on le fait un peu, mais je crois qu'on pourrait le faire encore plus. Là, tu sais, le gouvernement Trudeau, il vient de fermer, ou il va fermer le chemin Roxham bientôt. Tu sais, c'est encore une fois pelleter le problème dans le cours de l'autre, là. Ouais, mais tu sais, le gouvernement Trudeau, il était comme, ouais, tous les réfugiés sont bienvenus, tu sais, c'est juste une phrase de marketing, en fait, parce que c'est pas particulièrement vrai, puis on déporte régulièrement des gens. Puis en plus, tu sais, on parle du bon immigrant, du bon réfugié, puis tu sais, des gens intégrés, hein, qui ont des travails, tu sais, ils répondent pas à certains critères obscurs ou abstraits, puis ils sont renvoyés dans quelconque pays qui viennent. Il y a des incohérences aussi. C'est un problème quand même assez complexe, là. C'est juste... fermer le chemin Roxham, c'est-tu quelque chose de bon ou de mauvais? C'est un fait politique. L'immigration, les gens ils disent que l'immigration c'est bon ou l'immigration c'est mauvais. C'est comme c'est un fait géopolitique qu'il y en a toujours eu. Il faut juste comme s'assurer que la plupart des gens, je dis la plupart des gens, il faudrait que je dise toutes les gens sont juste comme bien traités de manière humaine, là. Ouais, puis je pense qu'on a une responsabilité, là, tu sais, qui ici, qui écoute CSM, qui a jamais commandé sur Amazon, qui s'est jamais payé un voyage en avion quelque part dans le sud. Tu sais, les mouvements de population, c'est à cause de ça aussi, tu sais, c'est les changements climatiques. Nous, la seule différence, c'est qu'on a eu la chance de naître au Québec, là. C'est la seule différence. Et puis on a tellement de privilèges, puis je sais pas, moi, dans ma tête, il faut aider. Puis c'est pas besoin d'aller genre à 5000 km de chez vous, là, tu sais, il y a quand même des organismes communautaires ici qui ont des grands besoins, là. Fait que si les gens pourraient aider un peu plus, faire du bénévolat, aider son prochain, c'est sûr que ça l'aiderait mieux. Puis justement, accueillir les gens, puis aider les gens qui ont moins de privilèges que nous, ça serait la moindre des choses, là. Ouais. Où est-ce qu'on va à partir de... Je voudrais comme continuer la conversation sur l'aide humanitaire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on s'approche d'une finale comme... Ouais. Ben, je pense que c'est un peu ça, tu sais, le mot de la fin, c'est essayer d'aider son prochain comme vous le pouvez. Tu sais, ça peut être avec, tu sais, dans des petits actes au quotidien, là, puis, tu sais, je sais pas, là, tu sais, juste en donnant un 2 piastres à l'itinérant, tu sais, faites-le, là, tu sais, t'en as-tu vraiment besoin de ton 2 piastres? Ou voyez acheter une pomme, puis donne-y, je sais pas, là, tu sais, ou va donner un peu de ton temps, puis essayer d'être plus empathique envers les gens, d'être moins centré sur soi-même, d'être moins... Ouais, je pense que c'est peut-être vers là que ça l'irait puis que ça l'aiderait beaucoup plus les gens, là. Je pense que tu as raison. Je pense que la compassion, en fait, c'est quelque chose qui est comme qu'on a besoin d'avoir un peu plus dans nos vies.
Oui, totalement. Essayer de le faire, tu sais, le film de Nos suivants, là, moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Puis après ça, c'est une réaction en chaîne que si moi je fais du bien autour de moi, ben les gens vont se faire du bien, tu sais. Essayer de rester positif malgré cette situation-là. Puis tu sais, on parle beaucoup de la déconnexion des gens là envers la pandémie, puis à quel point ça a été difficile de reconnecter puis d'avoir des relations. Mais tu sais, quand on se promène dans la rue, tu sais, oui, même si on porte un masque, on peut quand même aider les autres. Avoir un petit sourire avec les yeux, même si on voit pas celui de la face. Ouais, t'as raison. Je voulais dire quelque chose, là. Je voulais dire quelque chose de deep, man. Mais, ouais, t'as raison. J'ai toujours de la misère avec mes conclusions, honnêtement. Ah, ben c'est bien correct. Mais toi, non, mais honnêtement, je suis super contente d'avoir eu la discussion aujourd'hui parce que ça m'a appris aussi à te connaître un petit peu plus. Puis d'ailleurs, bravo pour ton émission parce que c'est un peu ça ton but, là, c'est d'aller dans des sujets un peu plus profonds sur avec peut-être des personnes à qui tu parlerais pas normalement nécessairement. Fait que juste avec ton émission, je pense que tu contribues un peu à élargir les pensées de plein de gens aussi. Ben, merci, parce que c'est ça que j'espère faire. Puis, que ça se répande ou non dans la société, je suis juste content d'être capable de le faire, point à la ligne. Fait que, ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça fait plaisir. Puis en espérant se reparler bientôt.